Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Gauthier. Salut Bart. Comment ça va ? Écoute, très bien. Début de journée un peu difficile, mais ça va. Ouais, bon, on est bien accompagnés ce matin avec Brian et Muriel. Ouais, exactement. On est en bonne compagnie. On a des petits spectateurs effectivement pour nous accompagner. D'ailleurs, j'en profite pour remercier sincèrement Brian qui nous a mis en relation, grâce à qui tout ça est possible. Et j'ai déjà parlé de lui dans quelques épisodes, mais Brian c'est le cofondateur de Square Champs. Une boîte qu'on aime bien tous les deux, qui met en avant les sportifs dans les entreprises pour des conférences, des séminaires, des ateliers de team building. Une activité que tu es en train de développer aussi. Donc, une activité qu'on essaie de développer ensemble depuis une bonne année maintenant. 1 an et demi, je pense qu'on se connaît avec Brian. Et puis, je pense que les sportifs, on a une part à jouer dans les entreprises de demain. Ouais, carrément. Et donc voilà, si vous écoutez et que vous êtes dans les RH ou que vous êtes dirigeant d'entreprise et que vous avez envie de faire intervenir des sportifs de haut niveau dans votre entreprise, tout simplement, Brian, Square Champs, ou sinon vous m'envoyez un petit message, je vous envoie ses coordonnées avec grand plaisir. En tout cas, Gauthier, je suis hyper content de te recevoir aujourd'hui parce que il y a plein de petites raisons. La première, c'est que j'ai rencontré ton coéquipier il y a quelques mois, Mathieu, avec qui vous avez vécu de sacrées aventures. Ouais. Ton coéquipier de toujours. Écoute, je suis ravi aussi de te rencontrer. Un peu déçu de passer en second plan après Mathieu, mais mais c'est la vie. Je blague. Ça me fait plaisir d'être là. Surtout que c'était toi devant sur le canoë. Oui, j'ai eu l'habitude d'être tout le temps devant, donc là tu m'as relégué fond de tableau. Ça me plaît moyen. Je peux dire le meilleur pour la fin. Tu te rattrapes bien, t'es bon. Mais ouais, avec Mathieu, on s'est eu pendant le confinement. On était un petit peu loin, donc c'était dans des conditions un peu particulières, mais en tout cas, on s'est bien entendu, on avait passé un super bon moment. Donc j'imagine qu'aujourd'hui on va bien se marrer aussi. Et je te le disais juste avant de commencer, la tradition sur ce podcast, c'est de commencer par l'enfance, de savoir un petit peu qui tu étais quand tu étais plus jeune. Et du coup, j'aime bien poser la question de savoir quel est ton premier souvenir de sport. Alors déjà, j'ai toujours fait je pense j'étais toujours hyper actif quand j'étais jeune, j'ai toujours fait pas mal de sport. Mes premiers souvenirs, je pense qu'ils remontent à c'était avec mes parents plutôt en fait. Mon père est un grand sportif et simplement je l'accompagnais tous les dimanches en vélo. Lui, il allait courir et je l'accompagnais. Donc je pense que ça commence juste par ça. Et puis voilà, j'en chiais tous les week-ends, tous les dimanches à essayer de suivre mon père. Mais voilà, les premiers souvenirs, c'est ceux-là, je pense. C'est même pas dans un club ou quoi, je pense que c'était avec lui. Ok, il faisait de la compète un peu ? Mon père, il a fait, il fait partie des premières générations de trailers en fait. Ok. Donc il a fait un petit peu de marathon, etc. quand il était jeune. Et il a fait du trail, il y a 15 ans.
Quand Ok. quand il y avait quand il y avait pas encore eu l'essor du trail. Et ouais, donc il a fait des 150 bornes, des 200 bornes. Ok. Je te rassure, c'était plutôt sur 10-15 km que je le suivais en vélo quand j'étais jeune. Mais ouais, il m'a mis le pied à l'étrier, et puis c'est comme ça en fait. Après, j'ai démarré, je pense, j'ai fait tous les sports qui pouvaient exister chez moi à Épinal, Ok. mis à part le foot. J'ai jamais eu le droit d'essayer le foot. Et Toi aussi, une interdiction des parents qui voulaient pas te mettre dans un ouais, club de ouais, foot. ils voulaient pas que, je sais pas, ils voulaient pas que je touche au foot, que je parte dans cet univers-là, Ouais. qui moi m'absorbait un petit peu parce que bon, j'avais envie de tout essayer. Et donc j'ai fait énormément de sport avant de me retrouver Ok. dans un kayak. Ouais, et du coup, des sports nature, des sports portés sur l'outdoor, j'imagine. Et mais c'est marrant que tu parles du trail. Moi, j'ai beaucoup d'auditeurs qui sont des trailers, donc ils auront peut-être une petite accroche là, ils se diront ah là j'ai envie d'écouter, d'aller jusqu'au bout. Et en plus, bah ouais, j'ai cru comprendre que t'étais un gros féru de l'entraînement et que vous aimiez énormément croiser du coup avec durant vos entraînements et avant de entre sur l'eau, sur la terre, et que vous faisiez beaucoup de choses. Tu penses que c'est ce goût un peu prononcé pour le sport, ça vient un peu de l'enfance et c'est ça qui t'a donné un peu envie de toucher à tout et de croiser les entraînements plus tard? Ouais, je pense que ça a joué un grand rôle. Après, au niveau de la charge d'entraînement, je sais pas ce que. Enfin, si tu veux, on a été plongé dans cet univers-là d'entraînement, de charge d'entraînement. Enfin, on s'entraînait jusqu'à 20 entraînements par semaine, tu vois. Donc, Ouais, c'est dingue. on a dépassé de loin le moment où juste tu joues et t'as envie de découvrir des sports quand t'es jeune. Ça commence par ça. Ouais. Parce que quand j'étais gamin, j'avais vraiment envie de toucher à tout parce que voilà, j'ai envie de m'amuser tout simplement. Ouais. Et quand tu commences à t'entraîner, là tu passes un step supérieur et c'est plus aussi amusant. Mais je pense qu'on allait chercher dans d'autres sports déjà la capacité à beaucoup s'entraîner pour résister. Et puis tu peux te mettre des charges de travail plus importantes, donc mieux travailler dans ton sport, t'améliorer plus vite. Et puis aussi s'aérer l'esprit tout en travaillant en fait. Le fait de sortir de ton kayak et d'aller voir autre chose, ça te permet de continuer de travailler tout en sortant de ton univers. Et je pense que c'est ça qu'on cherchait nous quand on allait faire d'autres sports. Ok. Parce que si tu fais du kayak et de la muscu toute l'année, à un moment donné, je pense que tu pètes vite un plomb. Ouais, c'est clair. En plus, c'est un sport qui est quand j'entends pas mal de blessures, j'imagine. Les épaules, le dos, ça doit bien morfler. Donc il faut un peu croiser quoi. Il faut être costaud. Après, j'ai envie de dire oui et non, tu vois, à ta question, parce que mine de rien, c'est un sport qui est assez doux. On est sur de l'eau, il y a pas forcément de contact. Donc on est un peu épargné sur ce point-là, mais par contre voilà, c'est physique et dès qu'il y a une blessure, ben c'est le dos ou c'est une épaule qui sort, donc ça peut être violent, mais je préfère faire quand même largement du kayak que du rugby ou un sport de contact. Ouais, c'est clair, c'est clair. Les blessures sont plus graves quoi. Ouais, ok. Mais en tout cas, ça me fait sourire, tu vois, parce que là, moi, je suis un peu, tu vois, sur des groupes de course à pied, triathlon et de trailer, et tu vois, il y en a plein qui disent ouais, l'entraînement croisé, c'est trop bien, c'est tout nouveau et tout. Mais en fait, moi, je leur dis mais les gars, il y a plein d'athlètes qui croisent depuis des années et des années, et ils le font de manière naturelle, tu vois. Et du coup, ça me fait sourire, et tu vois que de voir que même dans un sport aussi spécifique que le kayak, parce que c'est quand même un sport vachement spécifique, bah tu peux croiser énormément et aller chercher plein d'autres choses. Et ma question c'est comment est-ce que tu te retrouves sur l'eau gamin, tu vois, c'était toi, t'avais envie de tout essayer, il me semble que c'est toi qui as ramené Mathieu en plus, que t'es venu le tirer pour aller ramer avec toi. C'est tout simple, je me suis pas dit quand j'étais gamin je vais faire du kayak, tu vois. Ouais. J'ai essayé pas mal de sports de la ville d'Épinal, et j'avais cette chance-là de grandir à Épinal où on pouvait vraiment aller toucher un peu à tout, c'était assez accessible. Et un jour, je me retrouve au club de kayak, tout simplement parce que c'est un des plus gros clubs de sport de la ville. Donc je me retrouve là-bas. Et puis je crois qu'une semaine ou deux après, il y a Mathieu qui me rejoint parce qu'en fait on se connaît depuis qu'on est tout jeune.
c'est pas d'ailleurs c'est d'ailleurs pas le premier sport qu'on a fait ensemble. On a fait de l'escrime, on a fait du judo avant de faire du kayak. Et puis je lui propose, je lui dis écoute là, moi j'ai bien aimé, et bien quoi. Donc il vient. Je pense que c'est aussi nos mamans qui jouent un grand rôle là-dedans, tu vois. Ouais. Et puis derrière en fait, ce qui me fait continuer, me faire aspirer là-dedans, c'est mon groupe de potes, tout simplement. On est une dizaine de gosses et tous les mercredis, samedis, on se retrouve au kayak, quoi, tu vois. Ouais. Tous les hivers, quand il fait moins 8000, on a tous envie d'arrêter et de pas revenir. Et puis. Mais t'es solidaire et tu restes ensemble. Et puis le club trouve des petites stratégies, tu vois. On s'entraîne en piscine, on s'amuse en piscine à l'époque. Ouais. Et puis voilà, c'est ce qui m'a fait devenir un champion, je pense, c'est mon groupe de copains. Ouais. Voilà, 10-12 gamins pour sortir de champion à la fin, tu vois. Ouais. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis là, parce que tu vois, ça montre que, en tout cas peut-être pour les parents qui nous écoutent, que le plus important c'est pas forcément de chercher le bon sport, mais plutôt peut-être de chercher le bon groupe de potes ou le bon entraîneur sympa qui arrive à créer cette cohésion là. En tout cas, laisser vivre son enfant, tu vois. Ouais. L'orienter pour prendre des bonnes décisions, mais le laisser s'amuser, s'éclater, prendre du plaisir et rejoindre ses copains. En fait, je pense que c'est ça qui marche et qui fait que le gamin, sans s'en rendre compte, va s'entraîner. Tu t'entraînes pas quand t'es jeune, tu t'entraînes à partir de 14 ans. Ouais. Voilà, avant tu t'amuses, tu prends du plaisir et il faut pas que tu réfléchisses, quoi. Ouais, c'est clair. Si t'as pas envie d'y aller, c'est que ça marche pas. Moi, j'avais pas envie d'y aller parce qu'il faisait très froid en hiver, et c'est tout. Ouais. Et donc voilà, après voilà, il faut 15 de gamins pour qu'à la fin t'aies un ou deux champions, parce que t'en perds au fil du temps, forcément, c'est inévitable. Ouais, c'est clair. Mais c'est marrant parce que je fais le parallèle là avec Jérémy Azou en avion et Maxime Beaumont que tu dois peut-être connaître aussi. Je connais les deux. Les deux, je les ai interviewés et ils m'ont raconté la même chose que toi, quoi. C'est le groupe de copains, l'histoire de jeunes qui vont se déchirer les week-ends et jouer dans l'eau, quoi. Jouer dans l'eau, s'arroser, se retourner les bateaux. Après, ça évolue, hein. Bien sûr. On s'amuse de façon, plus on grandit, plus on s'amuse de façon différente, tu vois. On prend du plaisir plus dans la compète, à se challenger tous un peu chaque jour à l'entraînement, aller plus vite, plus loin, plus fort, tu vois. Et voilà, ça prend des formes différentes, mais ouais, je pense que le nerf de la guerre, c'est l'équipe. Et puis moi, je suis pas du tout quelqu'un de solitaire, donc j'ai besoin que ça bouge autour de moi, d'avoir des copains, de m'amuser. C'est ça, c'est la base du sport. Pour me dépenser. Ouais. Ok. Voilà. Et à quel âge ça se professionnalise? Là, tu t'as parlé de 20 entraînements par semaine. Ouais. Donc, j'aimerais juste après que tu me racontes une semaine type, parce que quand même. Dès 6 ans, 20 entraînements. Le fouet, les compléments alimentaires. Non, ça se fait. Écoute, ça se fait progressivement. Mais à partir de quel moment? T'as un souvenir d'avoir peut-être, je sais pas, un moment de bascule où là, ça commence à être beaucoup plus intense. Le premier déclencheur, c'est quand on est au collège et que je rentre en section sportive. Ouais. Donc là, tu passes un petit peu le cap du club loisir, tu t'engages un petit peu dans le truc. Et puis c'est aux alentours des années juniors, en fait, que tu commences à passer la deuxième étape, quoi. Ouais. Donc là, on a grandi à Épinal jusque notre bac. Donc là, on s'entraînait une fois par jour. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est costaud, mais c'est pas non plus oufissime, tu vois. T'as des sports comme le patinage artistique, la gym et tout, c'est encore plus précoce. Et puis après 18 ans, on rentre dans un centre d'entraînement, un pôle France. Ouais. Là, on déménage à Nancy, on attaque nos études et là, on commence à charbonner sévère. Et là, on comprend d'ailleurs quand on arrive, parce que on s'entraînait pas assez, tu vois, au goût de nos entraîneurs. Alors, on multiplie par 2 la dose d'entraînement direct. Ok. Et là, on passe à 15 entraînements, quoi. Ouais, c'est fou. Et là, on a 18 ans. Ouais. Voilà. Et du coup, tu te souviens un peu du programme de tes semaines? Ouais. Parce que moi, je me souviens. Je me souviens bien.
À 18 ans, c'est l'année où j'ai tout lâché. J'ai plus rien fait. C'était, j'ai découvert les études et les filles aussi, je pense. Ouais, c'est l'année charnière. C'est l'année break. Moi, non, mais c'était les c'est études. vrai, Moi, c'était les études. Moi, j'ai mes parents qui m'ont dit, il faut que t'ailles à fond dans les études et cette année, on se calme. Bon, j'ai repris après, hein. Je me suis bien rattrapé, mais ouais, tu te souviens un peu de ton programme? Tu peux, au niveau du sport, c'est quoi? Ça commence, par exemple, le lundi, muscu le matin, après-midi, début d'après-midi, on va sur l'eau calme, l'eau plate, Ouais. ça pour faire de l'aérobie. Ok. Et puis le soir, ça finit par. C'est vraiment de l'aérobie que vous faites, toi. On a beaucoup d'intensité aérobie, ouais. Ok. Notre entraînement. Parce que mine de rien, 2 minutes, c'est quand même long, tu vois. C'est lactique, mais c'est long. Et puis le soir, on termine par un footing. Donc ça fait déjà 3 entraînements le lundi. Le lendemain, c'est ça met les bases. T'as déjà bien attaqué la semaine, tu vois. Le lendemain, tu fais 2 entraînements plutôt spécifiques de canoë, tu vois. Ouais. Un matin à l'après-midi. Le mercredi matin, natation à 6h du mat. De nouveau muscu. Muscu tous les 2 jours, de toute façon. Okay. Et puis l'après-midi, encore une séance de bateau. Donc tu vois, on est le mercredi, t'as déjà fait 8 séances. Ouais. Le jeudi, on faisait 2 séances, une le matin plutôt spécifique, et l'après-midi, on faisait souvent des triathlons, des duathlons, du vélo, ou enfin une autre activité. Et puis le vendredi, de nouveau muscu. Lundi, mercredi, vendredi, muscu le matin. L'après-midi spécifique, et puis le week-end, tu places 3 séances minimum avec une demi-journée de repos, et puis tu rattaques le lundi, quoi. Waouh. Ok. Donc ça te fait, je sais pas, je sais pas combien, mais en gros, on fait des blocs comme ça pendant 4-5 semaines. Après, tu te reposes un peu, peut-être. Après une semaine plus légère où tu fais 5-6 entraînements, donc un par jour. Et puis tu rattaques des blocs comme ça. Après, là, je te parle vraiment d'un bloc d'entraînement hivernal. Ouais. Donc plus on est loin des échéances, plus on va s'entraîner. Plus tu te charges, plus on se charge énormément, plus on va aller voir d'autres sports, on va sortir de notre univers, etc. Et plus on s'approche de l'été et vraiment de la saison. Ouais. Plus on se dirige vers du spécifique, on allège un peu les entraînements, on fait de la qualité plutôt que de la quantité. Et puis on affine au fur et à mesure, tu vois. Ok, ouais, mais c'est pas, faut pas imaginer ça, tu vois, les 52 semaines de l'année comme ça. Non, bien sûr. Voilà. Non, bien sûr, mais bon, déjà s'enchaîner ce rythme-là pendant un mois, il faut se l'avaler, quoi. Et je pense que tout le monde récupère pas de la même façon, quoi. Et... Ah bah tu morfles, hein, quand t'es jeune. Quand t'es jeune, là t'apprends la vie. Hein. T'apprends la vie et tu commences à comprendre cette notion de sacrifice que j'aime pas trop, mais voilà, t'as 18-19 ans et toi tu fais ça et tes potes étudiants, ils s'amusent, ils sortent, voilà. C'est une façon différente de voir la vie et de grandir, quoi. Après on s'est amusé aussi, on s'est mis des bringues aussi avec les potes, voilà. On a su quand même bien kiffer notre jeunesse, mais c'est sûr que voilà, il faut le lendemain assumer. Ouais, c'est clair. Non, et puis en plus, vous êtes allé au bout, enfin, vous êtes allé au summum de votre art, quoi. Vous êtes allé au sommet de votre discipline. Donc, il y a un côté où tu te dis, quand tu regardes en arrière, j'imagine que tu te dis, il y a une grosse partie qui valait la peine. Mais moi c'était j'ai connu les filles, mais j'avais beaucoup moi j'ai des souvenirs horribles de nez dans les bouquins où je me disais là c'est vraiment dur, c'est vraiment des sacrifices, et je pense que j'aurais préféré être dehors, je pense, en train de courir ou quoi, mais c'est dingue, quoi. Déjà à 18 ans se manger tout ça. Et tu te souviens un peu ce que vous faisiez en musculation en ce moment là? C'est curiosité personnelle, un petit aparté. Mais programme de muscu sur la table. Mais non, c'était quoi? C'est vous travaillez le volume et vous allez faire, je sais pas, des 10 x 10, ou c'était plutôt est-ce que vous allez travailler plutôt un peu plus les muscles profonds et faire du lent, ou faire de la force? On faisait tout. Vous faisiez tout? Non, il y avait vous avez des cycles comme les haltérophiles. Exactement. C'est-à-dire que au début de l'année, on fait un bloc de volume, donc la puissance plutôt pour développer le volume musculaire. Et après, on va avoir des périodes de développement d'endurance.
Ouais. Donc d'endurance légère. Voilà, par exemple, on pousse cette charge ou on se tire cette charge pendant 50 reps, 50 reps, ouais. 70 reps. Ouais. Les rameurs font beaucoup ça. Si tu as discuté avec Jérémy Azou, Bien sûr, il va t'expliquer qu'il se met sur son banc de tirage et voilà, en tempo comme ça, il tire pendant longtemps. Donc on fait aussi de l'endurance de force comme ça. Et puis on développe de la force pure aussi. Ouais. On fait des blocs de force pure où voilà, on va chercher de la force max. Donc de la 1 rep, 2 reps, 3 reps. Parce que en fait dans un parcours de kayak tu rencontres tout ça. Ouais, exactement. Vous avez le fait que ça soit un long, c'est un effort, donc je sais pas combien vous mettez combien de coups de pagaie sur une descente. Ça dépend du parcours. Ça dépend du parcours, ça dépend de plein de trucs, mais entre 170 et 200 coups de pagaie. Ouais, donc vous devez travailler l'endurance de force, absolument, et en même temps vous devez être super puissant parce que vous avez des moments où on fait que de s'arrêter, on fait que de tourner, on fait que de relancer, de repartir. Ouais, ça donne mal à la tête. Donc il te faut de la force pure. Ouais. Ce qui compte vraiment, ce à quoi on s'attache et comment on se compare entre nous, c'est vraiment le rapport qu'on a entre le poids et la puissance. Ok. Ouais. C'est là que tu vois, parce que finalement le kayak donne sa chance à tout le monde. N'importe quel profil, c'est un des seuls sports où n'importe quel profil peut s'en sortir. T'as des grands, t'as eu des champions du monde qui mesuraient 2 mètres, et moi j'ai des copains qui mesurent 1m60 et qui rivalisent. Ouais, ok. Tu vois, tout type de gabarit peut s'en sortir, sauf que voilà, il faut un bon rapport poids-puissance. Ok, ouais. C'est ça qui prime. C'est Tony Estanguet qui est assez grand, il me semble. Tony, il est grand. Ouais. Je pense qu'il mesure 1m86 ou 87, quelque chose comme ça. Ouais. Mais je pense encore plus il a eu un rival australien qui s'appelait Robin Bell. Robin Bell, je pense qu'il est sur 1,97, 1,98, quelque chose comme ça. Ok. Donc énorme allonge. Par contre, voilà, c'est plus compliqué de passer, de se glisser dans les pics, sous les piquets, entre les portes, etc. Et moi j'ai un pote, Pierre Labarelle, qui a fait des médailles d'argent sur des championnats du monde, qui est plusieurs fois champion du monde par équipe, etc. Il mesure 1m60. Ouais. Et t'as Pierre Labarelle face à Robin Bell au départ, et t'en as un qui fait 2 mètres et l'autre 1,60. Et c'est hyper intéressant ça, franchement, de voir qu'il y a plusieurs morphologies et morpho-anatomies qui peuvent performer, et ce qui compte, voilà, c'est vraiment l'optimisation de la puissance et du poids, quoi. Et du coup, vous surveillez votre poids? Ou j'imagine que là, vous faites tellement de sport que de toute façon, ce qu'il faut, c'est manger, c'est avoir des calories, quoi. C'est pas qu'on n'a jamais surveillé. Mais il vous faut de l'énergie. Il nous faut de l'énergie, et puis on n'a jamais eu trop de problèmes de surpoids ou avec Mathieu. En tout cas, on a quand même un poids de forme où on se sent bien. Mais voilà, on varie de 2-3 kilos max dans l'année. Quand on se charge et qu'on fait du volume, etc. On va peut-être en hiver, et voilà, on va manger beaucoup. On va peut-être prendre 1 ou 2 kilos et on s'affûte quand même pour l'été. Mais notre régime alimentaire, c'est de se priver de rien, juste de faire gaffe à se mettre, à mettre du bon carburant, à mettre quand même du bon carburant dans ton corps, quoi. Ok. Je vois. Donc on se prive de rien, mais on fait gaffe quand il faut, quoi. Ouais, j'imagine. On se privait de rien et on faisait gaffe quand il faut, quand il fallait, pardon. Mais ok, mais en tout cas hyper intéressant, et peut-être pour les parents qui nous écoutent, si vous avez des enfants qui sont touche à tout, je suis impressionné par le nombre de sports que vous faisiez dans vos cycles, et le nombre de par le volume de travail et tout ce que vous faisiez, tu vois. Et tu vois, par exemple, on peut parler de volume de travail, mais par exemple, tu vois, on parlait de Benjamin Choquer juste avant de commencer l'interview, tu vois, lui il fait majoritairement du vélo et de la course, donc il croise quand même, tu vois, mais il va pas aller faire du kayak, il va pas aller faire très peu de muscu, je pense. Après il faut y trouver, c'est sûr qu'il faut trouver un intérêt quand même dans le truc, quoi. C'est s'aérer la tête et puis toucher un peu à tout. Nous, on a fait, je vais te donner quand même des exemples, parce que du vélo, beaucoup de vélo, beaucoup de course à pied pour travail aérobique de fond. Ouais. Parce que je me souviens très bien, c'était stages de rentrée, on appelle ça des stages de rentrée sur l'épaule, etc. Où on part 5 jours et on fait des bornes. Bref, là, tu acceptes. En plus, c'est souvent après les vacances, donc t'en chies grave. On fait après des stages de ski de fond. Pendant l'hiver. Et puis toute l'année, on accompagne notre prépa de muscu, etc. par de l'escalade, par exemple. Ok.
parce que l'escalade, tu retrouves énormément de force. Des muscles profonds. Des muscles profonds. Stabilité. Voilà, c'est là où je voulais en venir. La proprioception des épaules et tout, la stabilité. Et c'est aussi ce qu'on recherche, parce qu'on en a pas parlé tout à l'heure de la muscu. Énormément de gainage et de proprioception pour que, bah voilà, que tu te blesses pas tout simplement. La prévention de blessures. Ouais, mais c'est dingue. Mais en tout cas, là, tu pourrais faire un super coach préparateur physique et tout. Enfin, j'ai pas le diplôme, c'est tout. Ouais, mais bon, t'as accumulé tellement de connaissances par rapport à ça. J'imagine que en tout cas, vous êtes. En tout cas, je suis content d'avoir touché grâce au kayak et à mes entraîneurs et leur stratégie d'entraînement, d'avoir touché un peu à tout, quoi. Ouais. Parce que, comme je te le disais, quand on se retrouvait, on se retrouve sur des rencontres, par exemple aux Étoiles du Sport, où on rencontre d'autres sportifs. Là, on se rend compte que on a quand même une capacité d'entraînement de ouf. Et les rameurs, je salue Jérémy Azou et les autres, en font partie aussi de ces mecs-là qui savent tout faire en fait, qui savent courir. Qui tu les mets sur un vélo, tu les mets ils sont partout. Ouais, tu les mets partout, ils seront jamais ridicules et ils seront toujours dans le top, quoi. Et les kayakistes, on fait un peu partie de ces personnes-là. Enfin, on fait complètement même partie de ces gens touchent à tout. Et tu les prends tous, les kayakistes, hein. C'est pas que Mathieu et moi. Tu prends n'importe quel kayakiste, il sait. Même dans les autres pays, même sur les autres grandes nations du canoë. C'est des fous, les mecs. Ouais. Et mais je voulais te demander un peu par rapport à ça, tu vois, il y a eu là sur les derniers, ça va amener à un autre sujet, mais sur les on va dire sur les 10-15 dernières années au jeu, le kayak et le canoë ont ramené beaucoup de médailles. Qu'est-ce qui, enfin, selon toi, pourquoi est-ce que la France est devenue une grande nation des sports aquatiques comme ça? L'aviron, j'ai l'impression qu'historiquement ça l'a plus été. Mais toi, de ton point de vue, qu'est-ce qui fait que c'est devenu une grande nation? C'est parce que c'est que vous êtes vachement professionnalisé. C'est parce que, enfin, moi j'ai l'impression que des gens qui adorent s'entraîner, des gens qui aiment bien. Ouais, enfin de mon point de vue, je vais te parler surtout du kayak parce que les autres, je sais pas trop. L'aviron. J'ai des échos aussi parce que j'ai des potes là-dedans et souvent nos bases d'entraînement sont très proches avec les rameurs. Je pense ce qui fait la force, c'est que on a des très bonnes écoles de pagaie pour les jeunes, quoi. Et on a un style français aussi en kayak qui marche bien. C'est quoi le style français? Le style français, c'est les gentlemen de l'eau vive, c'est-à-dire que on est assez fin, on est assez technique dans notre navigation. On utilise bien les courants, on a une approche assez intelligente du kayak, en eau vive en tout cas. Alors que les pays slaves et les pays scandinaves, tu vois, vont plus avoir une approche de bourrin et ils vont mettre du power dans la pagaie, tu vois. Alors que voilà, nous on est finaux, on travaille technique. Il faut pas qu'on se regarde trop quand même parce qu'à un moment donné il faut quand même faire avancer le bateau, tu vois. Mais je pense qu'on a une bonne école. On a une bonne école et c'est ce qui fait la force du kayak en France. On a toujours été parmi les meilleures nations. Une très bonne nation. Et aussi parce que peut-être on est des précurseurs de la discipline, je sais pas trop. Mais voilà, je pense que c'est vraiment les écoles. Le territoire est assez bien structuré avec pas mal de clubs et puis je pense que, je vais pas dire de bêtises, mais je pense qu'on est le pays où il y a le plus de licenciés dans le kayak. Ok, génial. Je pense. Ok. Et on a beaucoup de rivières. Enfin, il y a de quoi faire. Il y a un énorme terrain de jeu. Il y a les montagnes. Il y a un énorme terrain de jeu. Tu rajoutes à ça le fait qu'on s'entraîne beaucoup et voilà, quoi. Ouais. Pim pam poum, t'as la clé du succès. Après, quand tu dis ça se professionnalise beaucoup. Ça a toujours été. On a une démarche ultra professionnelle dans l'entraînement, etc. Par contre, au niveau statut sportif et revenus, il y a un énorme décalage. Donc ça, c'est un frein par contre à ce que demain t'es encore plus de champion. Parce que c'est une discipline qui coûte cher quand même, mine de rien. Donc si t'as pas un bon club dès le début... Qu'est-ce qui coûte cher? C'est quoi? C'est les installations? C'est le bateau? C'est le matériel? C'est le matériel tout simplement. C'est pas un sport de riche, entre guillemets. Mais il te faut du matos. Il te faut un kayak, il te faut une pagaie. Je me rends pas compte, un bateau, ça coûte combien? Un bateau à notre niveau, un bateau de champion, déjà t'en consommes 2 par an, et c'est 3 000 € le canoë. 3 000 € le canoë, t'as une pagaie qui coûte 200 €, t'en as 4 par an, par saison.
Après, quand t'es un champion, bien sûr, t'as des sponsors, t'as des partenaires. Ouais, mais c'est... Tu payes plus ça, on est d'accord. Mais voilà, et puis t'as un gilet, t'as un casque, t'as un équipement qu'il faut tout le temps renouveler parce que ça s'use et ça prend l'eau, Ouais. etc. C'est pas une paire de chaussures. Ouais, non, comme mais pour les cours, ou un maillot de bain. ouais, c'est compliqué. Ça coûte un peu de Oui, il y a du pognon, matériel. donc il faut être. Enfin, c'est pas compliqué. Il faut juste être bien entouré, bien accompagné, tout Ouais. simplement. Ouais, exactement. Et puis Ouais. qu'on puisse te tendre des perches aussi au moment. Ouais, tout simplement. Vous avez rejoint le team SNCF. Mhm. Et d'ailleurs, j'aime bien, tu vas parler des marques un peu comme ça, en bien, tu vois, en tout cas quand il y a une action qui est vraiment positive. Mhm. Et j'ai l'impression que le team SNCF depuis quelques années, ça aide quand même beaucoup les sportifs de Carrément, haut ouais. niveau. Vous deviez bosser aussi à côté, un certain nombre de jours dans l'année. Mhm. Comment elle était organisée un petit peu votre année et c'était quoi là un peu le contrat quoi sur une année avec ce genre de team? Ouais. Alors pour revenir sur ce moment, je pense qui est vraiment charnière dans notre carrière. Déjà, faut savoir qu'après les Jeux de 2000, donc nous on est étudiants jusqu'aux Jeux de 2012. Ok. Et vous faites Et on fait quatrième aux Jeux une grosse perf. de 2012. C'est toi qui l'as dit, grosse perf. Bah, Quatrième, j'imagine que on l'a reste... encore un peu dans la gorge, mais Ouais, mais vous étiez à l'époque, vous étiez un peu les challengers. Vous étiez ceux ouais. qu'on n'attendait pas. Exactement. On était challenger, on était ultra chaud et on s'est retrouvés au pied du podium. Tout ça pour te dire que quand on arrête les Jeux de 2012, on n'a pas envie d'aller bosser, on a envie d'essayer d'acquérir un statut professionnel dans la discipline, tu vois. Ouais, Donc j'imagine. de trouver une entreprise, un partenaire qui nous accompagne, qui nous paye toute l'année pour qu'on puisse s'entraîner. Et donc quand on a ce contrat qui arrive avec la SNCF, au début on n'est pas emballé. Ouais. Parce qu'on nous explique qu'il va falloir qu'on bosse. Ouais. Et nous, on regarde les gens de la Fédé, on leur dit mais comment vous voulez qu'on rivalise avec les Slovaques et les Tchèques qui eux s'entraînent toute l'année, nous on va perdre 3 mois de l'année. Comment on fait pour rivaliser? Enfin nous on était persuadés que on pouvait pas se battre contre des mecs si on n'avait pas les mêmes armes qu'eux. Donc on voulait pas bosser. Et finalement on étudie la situation et on se dit ok ouais, on va essayer. Donc la SNCF arrive, elle nous propose un contrat 30% de temps de travail et 70% de temps de détachement. Avec la promesse que l'année des Jeux Olympiques, on soit détaché complètement pour se focaliser sur les Jeux. Donc on essaye. L'autre promesse qu'ils nous font, c'est que tu veux vraiment embaucher sur un métier qui correspond à ton profil. Ouais. C'est-à-dire qu'on a fait des écoles de commerce, donc ils te donnent pas un métier à la sauvette. Il y a une idée derrière de construire il y a une idée de construire une carrière pro et de reconvertir les sportifs derrière. Donc ça match plutôt pas mal. Et ça s'organise on organise notre temps de octobre à janvier à la SNCF. Ok. C'est pour ça qu'on vient à Paris. Et on fait quasiment un bloc à plein temps, à 80% sur cette période-là, hivernale, qui est plus compliqué pour nous parce qu'on fait un sport d'été. Et puis, une fois que cette période se termine, on rembraye et on est détaché complètement pour s'entraîner. Donc la stratégie qu'on a mis en place, c'est de faire cette période sur un bloc. Et derrière, on met un bloc d'entraînement où on partait un mois et demi, en Australie, à Dubaï. Donc c'est souvent en février. Ouais. On retournait au chaud, direct pour retravailler les gammes, accumuler de nouveau des heures de vol en bateau, etc. pour rattraper un peu le retard qu'on a perdu pendant l'hiver. Ok, c'est hyper intéressant. Par contre, le step-up qu'on prend de ouf, c'est le fait qu'on ait un salaire tous les mois. Et ça, c'est nouveau. Et ça fait du bien à ce moment-là, en 2013, quand tu finis tes études et que tu fais du kayak, quoi. Ouais, bah, j'imagine. Bah, en tout cas, c'est cool. C'est bien que ce genre de dispositif existe. Il devrait y en avoir plus. Ça devrait être encore plus poussé, mais déjà c'est des premières initiatives et mieux vaut voir le bon côté. Mieux vaut voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. C'est sûr que d'ailleurs j'en profite pour remercier la SNCF parce qu'il faut quand même un travail énorme sur ça. Et ça fait plus de 30 ans que le dispositif il existe. Ouais. Et il faut que ce soit des boîtes comme ça qui commencent à créer ce genre de dispositif pour aider les sportifs. Après, en France,
on fait toujours un peu comme ça avec les moyens du bord, on bricole des conventions, des trucs pour que les sportifs tu vois, tout le monde trouve un peu sa place. Il faudrait que quand même un jour on ait les moyens de nos ambitions et on se calque un peu plus peut-être sur ce qu'ils font aux États-Unis ou j'en sais rien, enfin peut-être ou inventer notre système à nous, mais voilà que le sportif à un moment donné il sache où il va quand tu t'entraînes comme on en parlait tout à l'heure à 17-18 ans. On savait pas où on allait aller, c'est comme on allait faire pour vivre, tu vois, on faisait nos études, donc tu te laisses guider quoi. Tu te laisses guider par tes parents, tu te laisses guider par ton pôle, machin, mais tu sais pas, tu sais pas à quel moment tu vas toucher ton premier salaire et quand est-ce que tu vas être payé pour faire ta passion, de ta passion ton métier en fait. Donc ouais, c'est toujours un peu du bric-à-brac. En tout cas, heureusement qu'il y a ce genre de grosses boîtes qui mettent en place maintenant ce type de convention pour que les athlètes puissent s'entraîner. Ok, ouais. Bon, en tout cas, c'est cool et c'était intéressant d'avoir un petit peu l'organisation que tu avais et comment est-ce que vous avez réussi à préparer un peu votre année par rapport à ça. Et je voulais un peu aborder un peu avec toi les grandes années de votre duo et le moment où vous gagnez tout, vous enchaînez les victoires, vous êtes au sommet. Vous arrivez, j'imagine que vous arrivez à Rio avec l'envie d'en découdre. Et c'est quoi votre état d'esprit quand vous arrivez? Tu parles de Rio? Ouais, je parle plutôt de Rio, ouais. Parce que quand on arrive à Rio, c'est un melting pot. Je pense dans la tête, c'est un melting pot parce qu'on a envie de prendre cette médaille qu'on n'a pas eue à Londres. Ouais. En même temps, on a énormément la pression parce que ça risque d'être les derniers Jeux Olympiques pour notre catégorie. Vous le savez déjà? Ouais, les bruits courent que ça risque d'être les derniers. Donc on se dit si c'est pas maintenant, c'est jamais. Et on a le dossard de numéro 1 mondiaux, donc on est censé la ramener cette médaille, tu vois, sur le papier. Sauf que en canoë, tu sais jamais à l'avance. Ouais, bien sûr. T'as tellement d'éléments à gérer que n'importe qui peut gagner la course. Et puis on est numéro 1, donc on est en forme. Par contre, on a la pression. Donc l'état d'esprit, je dirais, c'est concentré, tu vois. Ouais, ok. Je suis ultra concentré. Je suis pas pareil qu'à Londres. Ok. Vous avez changé quoi? On est prêt à gagner. Enfin, on est prêt à faire une belle course. On n'a pas peur, mais il y a de la pression qu'on sait gérer, mais il y en a beaucoup. Et on est concentré, focalisé, et on s'amuse, mais on reste concentré. Okay. Non, sérieux, alors que le parallèle de Londres, on arrive, on est tout feu tout flamme, on est en mode challenger, tout est possible quoi. Tout est possible, tout est réalisable. On veut tout casser, alors qu'à Rio, on sait qu'on est les têtes à abattre, on sait qu'il faut, on n'a pas envie de faire d'erreur, on a envie de rendre une feuille de match propre, pas s'enflammer, pas faire un truc de ouf, mais un truc costaud, placé. Voilà. Ok, mais ça sent vachement dans votre duo que vous êtes, que vous vous tirez tous les deux vers le haut dans la concentration, et que dès qu'il y en a un qui avait plus peut-être envie de déconner, l'autre qui est capable de remettre un peu, un petit peu le. Attention, on est quand même des grands déconneurs quand même. ça se sent, ça c'est clair. Mais en tout cas, c'est hyper, ce qui est hyper choquant, mais pas dans le sens. En tout cas, ce qui est hyper marquant, moi, chez vous, c'est que vous faites. J'ai l'impression qu'il y a un peu le duo parfait, quoi. Vous avez des personnalités un peu différentes, mais avec beaucoup de points communs aussi, et tous les deux hyper concentrés, donc vous faites hyper complémentaires. Et est-ce que tu penses que la première fois que tu fais les jeux, t'es pas un peu aussi déconcentré par les strass, les paillettes, les médias, et quand t'es jeune, tu vois, c'est difficile de se concentrer parce que tu vois, on parle, on parle souvent un peu du village olympique, on dit que c'est assez impressionnant, que c'est un peu la fête, qu'il y en a qui concourent dès le premier jour et qui derrière ont envie de profiter, quoi, tout simplement. Ouais. Et c'est plus facile à gérer, j'imagine, la deuxième fois, mais tu penses pas que la première fois c'est un petit peu dur pour des jeunes, il faut être vachement bien encadré, ou peut-être avoir des gens plus expérimentés qui t'expliquent un peu
comment ça va, surtout dans un sport où, tu vois, dans un sport qui est peu médiatisé, ça doit être hyper impressionnant, quoi. Tu vois, les caméras, tu vois, les supporters, tu vois. Je pense pas qu'on est, déconcentré par tout ça. Au contraire, je pense que on arrive de voir du monde, de voir des médias, comme tu dis, les strass, les paillettes, etc. Ça nous booste de fou, en fait. On arrive et on se dit que tout est possible. On arrive et en plus on est en forme physiquement et on se dit ouais, tout est possible et puis on est chaud, quoi, on a envie d'y aller. Et par contre, effectivement, je pense qu'il faut il faut avoir autour de soi la bonne sphère, les bons athlètes, les bons coachs, le bon staff, pour pas partir en vrille. Mais c'était absolument pas notre cas. Au contraire, ça nous a énormément boosté. Le seul truc, je sais même plus où je voulais en venir. Je sais plus pourquoi je dis ça, mais voilà, ça nous a ultra boosté. Mais il faut quand même juste surveiller, voilà, que l'athlète ne part pas en vrille. Et la deuxième fois, c'est plus simple à gérer. Le laisser vivre, tu vois. Ouais. Parce que si nous on est dans une super dynamique à Londres. Et il faut laisser vivre l'athlète pour qu'il reste dans cette dynamique. Si tu commences à lui mettre des barrières. Ouais, il y a des gens que ça booste aussi cette effervescence et d'autres que ça peut effectivement déconcentrer et tout. Truc, pourquoi on remporte pas cette médaille? Bon, déjà, il y a un niveau de dingue. On craque un petit peu dans les dernières portes. Peut-être qu'on est juste pas assez près. Il manque un tout petit truc. Mais ça se joue tellement à rien aussi, votre sport. Ça se joue tellement à rien. Des fractions de secondes. En plus, c'est moi qui touche. Moi, je touche une porte, on prend 2 secondes, sinon on est médaillé. Ouais. Et on est champion olympique. Il y a 23 portes, on est champion olympique jusqu'à la porte 18. On a 1 seconde 60 d'avance, ce qui est assez énorme, tu vois, 1 seconde 60, quand on passe au deuxième intermédiaire. Et on n'arrive pas à finir. Ouais. On n'arrive pas à finir la course correctement, on fait une première petite erreur et après je touche une porte. Donc ouais, peut-être pas assez près. Il manquait à un moment donné, je sais pas, il a manqué un truc. Mais tu m'amènes à une question, c'est comment tu l'as dit, tu touches la porte. Donc en gros, c'est un petit peu, enfin on pourrait le vulgariser en disant c'est de ta faute, que si cette médaille vous la prenez pas. Comment est-ce que vous avez géré derrière votre duo et l'entente, parce que tu vois, ça peut être c'est dur, tu vois, vis-à-vis de l'autre, de prendre la responsabilité. Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous avez mis des choses en place pour résoudre un peu ce qui pourrait être des conflits ou ce qui pourrait être un peu des fois de la culpabilité? Déjà, il y a un troisième homme qui est notre entraîneur, Thierry. Thierry, il vient d'Épinal comme nous, on se connaît bien, il a fait 2 fois les Jeux, il parle le même langage, c'est un Vosgien. Donc c'est notre troisième homme et ça passe aussi beaucoup par lui. Ouais, il sait tenir le bateau. Il sait tenir le bateau, il sait faire exploser le truc quand il y a besoin, et il nous apporte le regard extérieur dont on a besoin quand il y en a un qui s'enflamme ou qui voit pas ce qu'il est en train de faire à l'autre. Ça, c'est le premier truc qui est ultra important. Ouais, on est un trépied, on avance à 3 en fait, on n'est pas 2. Et la deuxième chose, c'est qu'on a mis, on a mis des choses en place depuis qu'on est jeune. On n'a jamais remis la faute sur l'autre. On dit toujours on dit toujours nous. Quand on prépare une course, quand on fait une erreur, c'est on a touché la porte, alors que c'est moi qui la touche, mais c'est on. Donc ça, c'est des techniques de communication qui permettent de jamais remettre la faute sur l'autre, tu vois. C'est tout bête, mais ça marche super bien. C'est tout bête, mais ça marche super bien, en fait. Quand je veux faire passer un message à Mathieu, je lui dis pas, écoute, là, il faut impérativement que tu fasses ce geste-là. Je lui dis, bon, quand on arrive là, on fait ça. Et en fait, c'est lui qui le fait. Mais on fait ça. Ça, c'est une des premières techniques qu'on a mis en place. La deuxième, c'est à la fin de nos courses, on met toujours un petit sas de décompression. C'est-à-dire que, quoi qu'il en soit, à part si on gagne et on laisse exploser notre joie forcément, mais on se laisse un quart d'heure et on revient pas forcément sur la course, tu vois. Ouais. On débriefe jamais à chaud parce que c'est là que tu fais des erreurs émotionnelles bien sûr, de communication, et ensuite on débriefe avec l'entraîneur et on exprime si vraiment il faut rentrer dans le détail en disant bon bah là Mathieu, là tu fais une erreur, on la pointe du doigt, on le fait parce qu'il faut, ou à l'inverse moi. Mais voilà, ce sas de décompression, il est ultra important, je pense. Mais c'est encore plus quand on est 2 que quand on est une équipe, parce que la faute est directement remise sur l'autre. Enfin, c'est un couple, quoi. Donc
Donc, t'es obligé de mettre ça en place. Et puis, la troisième un peu technique qu'on a, c'est quand on commence à se prendre la tête et à s'engueuler, on regarde les autres. Tu vois, les autres canoës biplaces qui sont sur l'eau, on les regarde se prendre la tête et voilà, on se dit, regarde. En fait, quand on se prend la tête, on ressemble à ça. Et c'est l'image qu'on renvoie aux adversaires, c'est qu'on est un duo fragile et que nous quand on voit deux mecs s'entraîner, on se dit ouais, regarde, ça se passe pas bien pour eux et on va les plier en fait. Enfin les mecs sont pas solides, sont pas solidaires. Bien sûr, notre entraîneur nous a énormément expliqué ça. Il dit regardez, chaque fois qu'il y a des duos qui se prennent la tête, tout simplement, regardez les mecs là-bas. Ok, donc on n'a pas envie de ressembler à ces mecs-là, donc on va être plus intelligent et on vient mieux le faire. Après, c'est sûr que des fois, t'as des hauts et des bas. Donc, c'est inévitable. C'est forcément. Ouais. Mais ouais, il y a plein de... Voilà, on a travaillé ce duo inconsciemment. On a travaillé nos techniques de communication et voilà, pour mettre des choses en place, pas dans un système rigide, mais dans un système intelligent. Ouais, apporter un cadre. Voilà. Mais tu vois, c'est hyper intéressant, tu vois, et notamment pour les gens qui bossent, tu vois, s'ils pouvaient réutiliser les astuces que t'as dit, tu vois, ça serait déjà. Tu vois, alors je fais des conférences, si vous voulez, sur les techniques de communication par équipe. Non mais ouais, c'est vrai, il y a carrément à en tirer quoi. C'est dingue. Et puis on apprend sur le tas. Hein. Quand tu te plantes, tu prends une claque dans la gueule. Hein. C'est clair. Ta compète et ta coupe du monde, ton championnat, il est mort. Ouais. Ça tient à la personne qui est derrière toi et à toi quoi. Et surtout le travail que tu fais avec lui. Ouais. Le résultat est direct. Ok. Voilà. Bon, en tout cas, c'est hyper intéressant et j'espère que les auditeurs en tireront un maximum de conseils pour eux. Et c'est des petites choses, mais ça a tellement d'impact. Et tu fais bien de mettre le doigt dessus, en tout cas. Et je voulais aborder peut-être un dernier sujet parce que l'heure tourne. Tu vois, c'était un peu sur. C'est vrai que ça va vite. Hein. Et ouais. Je parle beaucoup en fait. Quand on est bavard. Tu m'avais pas dit, Brian. Mais non, tu vois, c'était un sujet qui me tenait d'en parler à cœur avec toi, même si c'est un sujet qui, j'imagine, est douloureux. Mais c'est important d'en parler, en fait. Je pense qu'il faut vraiment en parler. Il faut aussi montrer ça au grand public. C'est que votre sport a été, tu l'as dit, à Londres ou à Rio plutôt, vous avez déjà des bruits de couloir que votre sport va être supprimé au jeu. Et il y a 2 ans, c'est en fin 2018, il me semble, qu'il vous annonce ça. 2017. Un an après les Jeux. Parce que donc votre sport est supprimé. Je crois qu'il y a même plus les championnats du monde aussi. Ouais. Les championnats du monde aussi qui sont supprimés. Aujourd'hui, ouais. Il reste les championnats d'Europe? Ou même pas? Non plus. Donc il y a plus de compétition internationale. Tout ne se fait pas d'un coup, mais si on fait le bilan en 2020, ouais, il y a plus rien. C'est un sport qui n'existe plus. Comment est-ce qu'on t'apprend tout ça? En fait, ça commence avant les Jeux de Rio. Le gros problème qu'on avait moi je vois pas ça comme un problème, mais comment les instances le font passer comme un problème, c'est qu'on n'a pas forcément la parité dans notre sport. C'est-à-dire, c'est que en gros, votre discipline, qui est le canoë biplace, n'existe pas chez les femmes. Mais le canoë monoplace existe. Ce que faisait Tony Estanguet n'existe pas non plus. Chez les femmes. Ok. Pour les femmes, tu n'as que le kayak. Ok. Et en canoë, t'as 2 disciplines, donc canoë biplace, canoë monoplace, et t'as le kayak homme, ce qui fait 4 athlètes hommes pour une athlète femme. Ce qui est important de rappeler, c'est que l'histoire de ça, les femmes ne font pas de canoë à l'origine. C'était médical. Moi, j'y étais pas à l'époque, hein, mais c'est parce qu'on est à genoux dans le bateau. On est en position à genoux et ils pensaient à l'époque que ça pouvait créer des problèmes pour accoucher. Ouais, ok. Ce qui a été prouvé que depuis les années 2000 que il y a aucun problème pour ça. Donc les femmes ont commencé à rentrer dans des canoës et à essayer, tu vois. Bien sûr. Et donc, il y a ce problème-là de parité, 3 disciplines pour une chez les femmes. En plus, 3 disciplines, mais 4 athlètes, parce qu'il y a le biplace. Ouais, bien sûr. Ça commence à poser des problèmes. Le comité olympique international, le CIO, dit, voilà, le canoë-kayak, si vous avez pas la parité, on vous dégage des jeux, quoi. Enfin,
Vous vous démerdez pour... Donc ça vient du comité olympique. Ça vient du comité olympique. Vous vous débrouillez pour qu'il y ait la parité dans votre sport. Sinon, le canoë-kayak disparaît. Ok. Sauf que on vous laisse le même nombre de médailles. Donc, tu as 4 médailles en slalom, la discipline que moi je fais, et tu dois composer avec ces 4 médailles. Ok. Et tu dois mettre la parité. Tu fais comment? Bah là, je te donne un papier, un stylo, t'as 2 heures. T'as 2 heures. Donc il y a ce problème-là qui se profile au fur et à mesure des années. Déjà, voilà, ils en avaient parlé pour Rio, finalement ça s'est fait. Nous, on met en place un mouvement, je te la fais assez courte parce que sinon, on met en place un mouvement intelligent et pacifiste qu'on a appelé I Love C2. Donc C2, c'est le canoë biplace. Et on distribue des stickers. On va sur chaque Coupe du Monde, on a I Love C2 qui est là avec tous les étrangers pour promouvoir le biplace. Parce que forcément, c'est le biplace qui est pointé du doigt dès le début, parce que on est deux. L'équation est plus facile à résoudre si t'enlèves deux. Voilà, t'enlèves le biplace, tu mets du monoplace femme et ton équation est résolue en 10 secondes. Donc pour promouvoir, et même les autres athlètes, les kayaks, les femmes, tout le monde se met à porter des dossards qu'on avait créés, I Love C2, des stickers, etc. Pour prouver que voilà, tout le monde est de bonne foi, et surtout on est une famille, donc on va pas perdre un enfant de la famille, tu vois. Et on crée ce mouvement-là, et en fait, ça marche super bien, mais ça change rien. Ouais. Okay. Et après les Jeux de 2016-2017, ils expliquent le nouveau programme pour 2020. Canoë femmes, canoë hommes, kayak femmes, kayak hommes, et pas de biplace. On t'appelle au téléphone pour te prévenir Ah non. Personne ne nous appelle, personne ne fait rien. On essaie de chercher par nous-mêmes les articles. Est-ce que c'est des articles officiels? Est-ce que c'est des rumeurs? Est-ce que c'est... Enfin, non, les rumeurs, on les savait depuis longtemps, mais à un moment donné, quand on est arrivé dans cette période fatidique, on savait que le programme allait être lancé. Enfin, tu as 3 ans avant les Jeux, tu as le programme de l'Olympiade. Et là, tu cherches les articles tout seul, en fait. Tu dis où est la lettre officielle qui dit que le programme, c'est celui-là? Et à un moment donné, on arrive à trouver, à comprendre qu'il y a ça. Donc, il y a encore les championnats du monde en 2017, parce que c'est déjà programmé. En plus, c'est en France, à Pau. Ouais, ok. Donc on fait ces championnats du monde là, qu'on gagne, et derrière ça disparaît quoi. En 2018, donc 8 mois après cette décision, on est sur les championnats de France, et même au niveau français, ça y est, on n'est plus respecté quoi. Ouais. On est sur les championnats de France, ils organisent nos courses tout à la fin. Les mecs sont en train de plier les tentes quand on passe quoi, tu vois. Il y a plus personne au bord du bassin. D'ailleurs, notre ami, Richard Coffin sur France 3, on a fait un reportage là-dessus, mais t'hallucines. Tu vois vraiment les juges qui s'en vont, les mecs qui plient les tentes, et puis t'as les biplaces qui passent quoi. Après tout le monde. Alors que c'est un sport historique et que ça a toujours fait partie bien sûr, de la famille du kayak quoi. Donc je sais plus c'était quoi ta question, mais on en est là, il y a plus la parité. Non, ma question c'est comment tu l'apprends et on le vit mal, là on n'arrive pas à comprendre quoi. Ouais. Et vous avez su pourquoi le comité olympique voulait pas faire plus de médailles? En fait, ça aurait été tellement plus simple de dire allez, on crée un canoë biplace avec des femmes. En fait, juste on assume quoi. Ouais. On veut que le sport moderne, on veut qu'il y ait de la parité dans le sport moderne, on assume. On détruit pas pour... moi, quand j'ai commencé le kayak, quand j'étais gamin, pas d'histoire de parité, ça existe pas ça quand t'es jeune. Tu fais un sport parce que tu l'aimes. Les filles, si elles ont envie de le faire, elles le savent, tu vois. Bien sûr. C'est des problèmes d'adultes qui devraient pas pourrir la fin de carrière des gamins qui ont tout investi dans leur passion, tu vois. Et ces mecs-là, ils se rendent pas compte de ce qu'ils font quand ils prennent ce genre de décision. Ils ont 4 cases sur un tableau, ils se disent allez, on enlève ça, on met ça. Tu veux mettre la parité, tu assumes et tu mets un budget en place. Au lieu de 4 médailles, t'en mets 6, et puis t'as 3 disciplines hommes, 3 disciplines femmes. Point quoi. Ouais. Tu vas pas demain retirer. Je trouve ça. En fait, on marche sur la tête quoi. Ouais, c'est clair, c'est hyper. On est sur des histoires sur une histoire de quotas qui veut plus rien dire. C'est nivelé par le bas en fait. C'est ça qui est frustrant, tu vois. Ouais. C'est que plutôt que tu vois de lancer des femmes sur des nouvelles disciplines et justement de faire d'avoir ce message là, d'avoir ce message de
justement de créer une discipline féminine, d'être dans la création, et ben t'es dans la destruction en fait. Exactement. Et tu nivelles par le bas. Et ça, c'est effectivement, ça doit être méga frustrant. C'est comme si t'es en couple, t'as 4 gamins, t'as un Scénic 3 places à l'arrière, bah t'en laisses un sur le bord de la route parce que c'est plus simple, quoi. T'en prends que 3, tu vois. Enfin, plutôt que d'acheter une nouvelle voiture. Plutôt que d'acheter une nouvelle voiture, ouais. Non, mais l'image, elle est là, hein. Attention, c'est ça la réalité, quoi. Ouais. Et nous, ce qui est quand même fou dans notre démarche, c'est qu'on a été assez fou pour encourager les femmes à faire du canoë, enfin, alors qu'on savait que c'était elles qui allaient nous remplacer. Ouais. Et elles venaient avec nous sur l'eau, on les accompagnait, on leur a donné des dossards à I Love C2, elles en ont porté, enfin, parce que on a voulu essayer de montrer à un moment donné que notre famille était plus forte que ça. Enfin, nous, on était capable de soutenir des femmes parce que si elles ont envie de faire du canoë, elles sont les bienvenues, tu vois. On fait la même chose. En sachant pertinemment que c'était elles qui allaient prendre notre place, tu vois. Et c'est arrivé comme ça. Ouais, c'est ouf. Non, mais en plus, enfin, ce qui est dommage, c'est que c'est de ramener ça à une histoire de parité, alors qu'en fait, le problème, il est sûrement pas là, je pense, tu vois. Bien sûr, le problème, c'est un problème de budget, c'est que le comité olympique, il a pas envie enfin, voilà, ils veulent que les jeux restent calibrés, un certain nombre d'athlètes, un certain nombre de médailles, que le canoë est pas forcément un sport très médiatisé, donc, tu lui mets la pression. Enfin, si demain le canoë-kayak disparaît, j'ai envie de dire qui s'en fout, quoi. Enfin, à part, enfin, tu vois, c'est pas un énorme sport où tout le monde va se plaindre quand tu ne le vois plus, tu vois. Donc, ils peuvent se permettre de mettre la pression sur des sports comme les nôtres parce qu'ils savent qu'on a besoin des Jeux Olympiques. Ouais. Et qu'on va tout faire pour y rester. Dans la démarche inverse, tu as des sports comme le golf, le tennis, etc. Qui n'ont pas forcément besoin des Jeux. Donc là, le comité olympique, le rapport de force est inversé. Voilà, il est dans une démarche de séduction avec eux. Parce qu'ils veulent faire venir des superstars, ils veulent faire venir des sports où il y a de l'argent, où il y a du marketing qui tourne, etc. Pour que les Jeux Olympiques restent l'événement numéro 1 Bien sûr. mondial, tu vois, du sport. Et malheureusement, nous, on subit la pression inverse. Ouais. Et c'est ce qui fait que on n'existe plus. Et les Jeux Olympiques tirent tout. C'est ce qui tire les budgets des fédérations, c'est ce qui attire les sponsors, etc. Donc de fil en aiguille, on perd les Jeux. Le championnat du monde se fait l'année d'après, mais en 2018, on n'a déjà plus. Il reste un championnat d'Europe sur lequel nous, on fait nos derniers coups de pagaie et on fait nos adieux, tu vois. Les Europes disparaissent, le championnat de France disparaît au fur et à mesure, et voilà. Ouais. Et fin de l'histoire, quoi. Et fin de l'histoire. Ils ont quand même mis un leurre en place avec une discipline qui était le canoë biplace mixte. Ok. En faisant croire que ça pourrait être la solution du problème, tu vois. Sauf que c'est un leurre. On sait très bien que demain, le mixte n'ira jamais aux Jeux Olympiques, tu vois. D'accord, ok. Ouais. C'était juste pour faire avaler la pilule. On fait pas disparaître l'embarcation. Il y a toujours du canoë biplace. On va mettre un homme et une femme dedans. Donc il y a eu un championnat du monde ou deux où il y a eu du mixte. Mais c'est une discipline qui a déjà existé depuis... Enfin, dans les années 70, il y avait déjà du biplace mixte, tu vois. Ouais. Ça s'était essoufflé tout seul. Enfin... Et là, voilà, donc ils ont mis ce leurre en place pour faire semblant et dire on fait pas disparaître complètement l'embarcation. Et là, aujourd'hui, plus personne fait du biplace. Ouais, c'est hyper touchant ce que tu racontes, tu vois, parce que ça a dû être tellement dur. Toi, comment est-ce que tu le vis à titre personnel? Mal. Non, mais en fait, c'est dramatique, mais on est un peu sur la fin avec ce mouvement-là. On y croit toujours un peu. On est un peu dans le déni. Ça se fait progressivement. Tu commences à comprendre progressivement et que, en fait, que t'es en train de disparaître, quoi. Ouais. Et que tu disparais avec ta catégorie. Et ce qui fait le plus mal, en fait, c'est que tu te fais sortir de ta famille, en fait. Ouais. Tu vois, ma famille, c'est le kayak, c'est mes potes. Je me fais sortir de cette famille-là. La fédération joue pas bien son rôle sur la fin de notre carrière. Elle nous tourne les talons, tu vois. Tu te retrouves tout seul. Ouais, on vous pousse un peu par la petite porte, finalement. Ouais, tu te retrouves tout seul comme un con. Et je rentre pas dans le détail parce que je veux pas accabler la Fédé ou des choses qui nous sont arrivées sur la fin de notre carrière, mais il se passe des trucs de fou, quoi. Enfin... Ouais. Un jour, t'es au summum, t'as tout le monde qui te pousse pour aller chercher ta médaille olympique. Tout le monde est là à la fêter avec toi, à te prendre dans les bras, tu serres des poignées de main. Et le lendemain,
t'es plus olympique, t'es plus rien. Ouais. T'es un calbar usé que tu as balancé au linge sale et basta, quoi. Ouais. Et moi, j'ai eu des discussions avec des gens de la fédération, du ministère, en leur expliquant, mais comment vous pouvez faire ça? On n'est pas un nom ou un numéro dans une case. Enfin, à un moment donné, vous vous rendiez compte qu'il y a des gens derrière qui ont mis toute leur vie, toute leur passion dans ce sport. Et toi qui es en poste à la fédération depuis 2 ans, tu vas prendre des décisions incongrues et complètement avec une démarche incompétente, alors que la fédération, en fait, c'est plus moi que toi, tu vois. Enfin, moi, ça fait 25 ans que j'ai ma licence dans la fédération. La fédération, elle transpire plus au travers moi que toi qui va rester 4-5 ans en poste à la fédé, tu vois. Ouais. Et ces mecs-là se rendent pas compte de ce qu'ils font. Et ça te donne, est-ce que ça te donne envie de t'engager pour plus tard, tu vois, et te dire, bon, est-ce que il faut pas essayer de plus ramener justement le point de vue des athlètes dans les fédés, tu vois, c'est quoi les pistes d'amélioration, tu vois, si on se dit bon, ok, là c'est fait, c'est encore une plaie ouverte, tu vois, mais comment est-ce que demain on fait en sorte que tu vois, ce genre de situation n'arrive plus? Ça me donne envie, enfin ça me donne pas envie de forcément aller mettre pour l'instant mon expérience dans ce genre d'instance, mais ça me fait beaucoup réfléchir. Je me dis il faudrait que je le fasse pour faire évoluer, faire changer les choses, mais j'ai pas forcément envie. En tout cas, je pense qu'il faudrait que les gens comprennent que c'est pas un rapport de force en fait entre le staff, il faut du dialogue, ouais. La fédération et les athlètes. Enfin, on est tous ensemble dans la même barque, quoi, à un moment donné. Donc si eux prennent des décisions qui conviennent pas aux athlètes, il y a une scission et ça marche pas, quoi. Donc je pense que la réflexion moderne à avoir, ça serait il faudrait que les athlètes soient énormément consultés, qu'ils prennent part au développement de la fédé et à l'inverse que les autres le staff et les dirigeants viennent un peu plus se mouiller avec nous et comprendre ce qu'on vit, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà, il faut qu'ils comprennent, c'est que dans ce genre de sport purement amateur, ceux qui sont payés, c'est eux et c'est pas les athlètes. Et pourtant, c'est les athlètes. Non, mais c'est ça qu'il faut. C'est vous qui drivez tout l'intérêt. C'est les athlètes qui drivent le budget qu'ils vont utiliser. Budget, l'intérêt. Donc, on marche quand même sur la tête, tu vois. C'est-à-dire que la fédération constitue son budget grâce aux médailles olympiques de Rio, dont je fais partie. Et le lendemain, toi, tu bénéficies plus de ce que tu as apporté. Forcément, la roue tourne et j'ai envie que d'autres athlètes prennent l'élan. Et si c'est pas moi en 2020, enfin à ce moment-là, ça sert à d'autres personnes. C'est logique, tu vois. Je suis pas là à essayer de garder ma place, m'accrocher à mon siège. Mais en tout cas, là, on te tourne les talons alors que c'est toi qui fais vivre la fédé, quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, depuis ça, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu deviens? Comment est-ce que tu te poser des reconstruis? bombes un peu partout. Fédération française, fédération internationale, comité olympique. Non, mais en fait, c'est balèze parce que, en plus, j'ai pas envie de me fâcher avec ces gens-là parce que. Il y a eu des bons moments quand même. Il y a eu des super bons moments et puis c'est ma vie, quoi. Ouais. Bien sûr. T'imagines, c'est ta famille. Ouais. Si je me fâche avec le comité olympique, j'ai les anneaux olympiques sur le poignet. Ma vie, c'est le kayak, c'est d'avoir une médaille olympique. C'est Gauthier Clos, c'est ça, tu vois. Si je me fâche avec eux, je suis qui, tu vois. Enfin, je fais plus rien. Ouais. Pareil avec ma fédé. Si demain je veux utiliser mon expérience, transmettre aux jeunes, rester proche de ma passion, je peux pas me fâcher. Bien sûr. Pourtant, pour faire passer des messages, t'es un peu obligé. Donc on en est là, quoi. Aujourd'hui, j'ai arrêté. On a arrêté avec Mathieu. Et je cherche une nouvelle passion. Je cherche quoi faire. Je suis dans un moment un peu compliqué. Pas peur de le dire. Parce que donc il y a ce contrat avec la SNCF qui court toujours. Ouais. Sauf que je suis plus athlète et que donc en fait ça devient ma vie. Ouais. De travailler à la SNCF, peu importe le métier que je fais, d'être dans un bureau, ça devient ma vie de tous les jours. Et c'est à ce moment-là que je me pose vraiment la question. Ça allait bien quand j'étais athlète, mais est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire pour les prochaines années? Ouais. Et je pense pas. Ouais, mais t'es dans une phase donc je suis dans cette phase-là. Donc j'ai quand même ce truc solide qui est la SNCF. Demain j'y vais, je travaille, j'ai mon salaire, je suis pas à la rue.
Mais je sais pas si c'est ça que j'ai envie de faire. Ouais, c'est clair, c'est clair. J'ai pas eu assez le temps de mûrir cette question de l'après. Ouais. Parce que j'étais trop concentré sur ma carrière, j'étais trop concentré à essayer que ça continue. Donc voilà. Mais c'est en tout cas moi j'ai réalisé, tu vois, en parlant avec Mathieu, parce que Mathieu, tu vois, il m'avait fait la confession de, tu vois, d'avoir eu des nuits d'insomnie. Il a eu il a fait le yo-yo un peu avec son poids. Il me parlait même un peu d'avoir de l'acné. Enfin, tu vois, il a eu des réactions physiques très fortes à ça, tu vois. Et je les ai aussi, hein, je te rassure. Donc et tu vois, en fait, je me suis rendu compte à quel point la fin d'une carrière, elle peut être difficile quand elle est pas choisie, tu vois. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas. Déjà je pense que les athlètes, on leur parle pas assez de ça. On leur parle pas assez de la fin de la carrière et de comment la préparer. Et c'est compliqué. Et le grand public, tu vois, on pense tous que c'est trop bien, ils vont être en vacances, ils ont plein de sous de côté, ils vont pouvoir profiter, ils ont leur petite famille. Non mais c'est vrai, c'est ça qu'on voit dans les médias. Ouais. C'est ça que tu vois déjà, dans les médias. Dans le kayak, t'oublies hein, le plein de sous de côté. Hein. Mais non, mais tu vois. tu vois, j'avais parlé un petit peu d'argent avec Jérémy, et tu vois, et il m'avait expliqué, et j'ai fait ouais, tu vois, je vais pas citer les chiffres parce que il m'a fait une confidence, mais je me suis rendu compte, ouais, c'est pas ce qu'on te montre, et c'est pas ce qu'on évoque, quoi. Mais c'est vraiment une France, vie, quoi. c'est une vie particulière, quoi. Ouais, après, tu vois, j'ai croisé un jeune cette semaine au club de kayak d'Épinal, et en fait, je lui ai dit, commence à réfléchir à ce que tu veux faire après. Mais quand on réfléchit à cette question, on imagine un métier, on imagine un salaire, on imagine un truc, tu vois. Et je pense c'est de prendre le problème dans le mauvais sens. Parce que moi, aujourd'hui, je l'ai le salaire et le métier, si je veux, tu vois. Enfin, je vais faire du marketing à la SNCF et basta. Non, qu'est-ce que tu veux faire? Ça veut dire qu'est-ce que chaque jour, qu'est-ce que tu ferais chaque jour qui te ferait vibrer, qui te ferait te lever le matin avec l'envie et le sourire. Et c'est ça qu'il faut chercher, en fait. Bien sûr. Et c'est ça qu'il faut mourir pendant ta carrière et te dire, bon, comment, derrière, une fois que cette passion, je l'aurais pu, peu importe si c'est la passion du sport ou si c'est l'esprit de compétition, ce que moi je pense, c'est plus ça qui m'a amené à être un champion, c'est plus l'esprit de compétition, tu vois. J'aime bien me comparer aux autres et essayer de donner le meilleur de moi. Comment demain je garde cette passion-là, tu vois. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire et c'est à ça qu'il faut réfléchir. Ouais, trouver une nouvelle passion, comment s'amuser et profiter de la vie pour la suite de ta vie, quoi, tout simplement. Ouais, c'est clair. L'argent, c'est matériel, mais t'en as besoin. Donc il faut aussi que ça soit une composante, mais c'est pas la composante principale. Ok. Ouais. Et c'est ce que je cherche. Là, je suis en train de chercher la réponse. Je t'appellerai quand j'aurai la réponse, mais ouais, j'explore plusieurs pistes. Et je me suis mis dans des situations compliquées. Là, ça fait 1 an que j'ai pas de salaire, tu vois. Ouais. Parce que je me suis dit, il faut que je me mette dans la merde, il faut que je me barre de la SNCF pendant 1 an pour vraiment comprendre ce qui m'arrive. Quitte à pas gagner d'argent, je m'en fous. En fait, je veux juste, voilà, je veux pas rester derrière mon bureau à la SNCF, sinon je vais me mettre une balle, tu vois. Enfin, j'exagère. Mais voilà, je me mets dans la merde pour que je comprenne ce qui se passe, que j'essaie d'embrayer sur des nouvelles choses et que je découvre vraiment qu'est-ce qui est important dans la vie et vers quoi j'ai envie d'aller. Tu vois. Ouais. Ok. Bah écoute, merci beaucoup de te livrer et tu vois et d'avouer le revers un petit peu de la médaille. Il y a le côté avec l'athlète fort, souriant, qui rigole, qui a de l'humour. Et derrière, bah effectivement. T'as des dures réalités. Et t'as pas envie de montrer ça. Ouais, bien sûr. T'as pas envie de le montrer. Et c'est parce que les médias veulent montrer. C'est parce que. C'est parce que l'athlète a envie de montrer, parce que l'athlète que je suis ou que les autres sont, toute ta vie, t'as envie de renvoyer. Enfin, tu t'es efforcé à renvoyer une image d'un mec fort et inébranlable, tu vois, parce que auprès de tes adversaires, auprès de ta famille, auprès de tes amis, ben t'es un champion qui doit gagner, tu vois. Ouais. Et pour ça, il faut que tu sois costaud. Et tu te forces à donner cette image-là. Tu l'as, forcément, tu la travailles, parce que c'est aussi la réalité. Quand tu as cette image, tu gagnes derrière. Mais tu vis des trucs balèzes. Et quand tu me parlais d'insomnie, etc., tu te retrouves
dans ton 30 mètres carrés à Paris, en pleine nuit, à 2h du mat, tout seul à faire le point dans ton salon, j'ai plus de sport, j'existe plus, ouais, c'est balèze. Et moi, j'en ai eu des réactions physiques, de l'eczéma, tout ce que tu veux, voilà, elles existent et c'est la réalité, elles sont là, tu vois. Ouais. Donc, c'est un moment balèze, de pas choisir la fin de sa carrière. Et c'est vraiment c'est vraiment la dernière chose que j'aurais imaginé quand j'étais gamin, que ça se termine comme ça, tu vois. Okay. Que ça se termine sur une blessure, que ça se termine sur l'arrêt de carrière que t'as choisi, etc. Mais que ton sport n'existe plus. C'était pas dans le manuel d'utilisation du début du sport, tu vois. C'est improbable. Ouais, improbable. Donc, voilà. Et peut-être dernière question, après on pourra peut-être un peu clôturer, mais est-ce que tu penses que, en toute transparence, est-ce que tu penses que tu arriveras à trouver des émotions aussi fortes que ce que tu as vécu dans le sport? Non. Bah, ouais, t'as de la chance, t'es à côté de Brian qui pourra peut-être te filer des petits tips, mais je te rassure, dans l'entrepreneuriat, si t'as envie de monter des boîtes, des nuits blanches t'en fais, des moments, non, je pense pas. Des hauts et des bas, t'en connais. Mais il y a d'autres émotions à aller chercher, ouais. À aller chercher. Ouais. Que ça soit dans le business, que ça soit dans la famille, t'as des choses nouvelles à aller chercher qu'on n'a pas forcément pris le temps de faire en carrière. En tout cas, je reste quand même persuadé, et c'est pour ça que pour la suite de ma vie, j'ai envie de rester proche de cet univers du sport. Pardon, je tape sur la table, mais j'ai envie de rester proche de l'univers du sport parce que ça véhicule des émotions intense, quoi. Tu vas voir un match de foot, tu vas supporter un de tes potes sur un championnat, tu vis des trucs incomparables. Ouais. En tout cas, moi, c'est ce qui me fait vibrer, ce qui me fait monter en l'air, c'est le sport véhicule des émotions de dingue, et je suis content que ça existe. Ouais, c'est clair. Il faut le transmettre. Ouais, il faut le transmettre, il faut se mettre au sport, et chacun à son échelle est capable de vivre des émotions de ouf, et en tant que spectateur, en tant qu'accompagnant, en tant que sportif, peu importe, tu vis des trucs de dingue, t'es content d'achever des trucs de fou, t'es content de supporter une équipe, tu perds, tu gagnes, c'est top, c'est le feu. C'est clair. C'est le feu. Vive le sport. Vive le sport. Je serais président, je dirais vive le sport. Et il faut dire à Manu qu'ils mettent plus d'argent dans le sport. Ouais, mais je te le dis, Manu. Non, mais quand je vois je pense que voilà, pour la société de demain, le sport peut jouer un rôle de malade. Ah ouais, c'est clair. Et puis il y a plein d'autres pays dans lesquels à l'école, durant les études, il y a beaucoup plus d'activités physiques, et c'est des pays qui s'en sortent très bien aussi économiquement, tu vois. Donc effectivement, on peut même pour les enfants, et même pour les plus âgés, on peut. Il y a plein de choses à faire. Tu en apprends énormément physiquement, mentalement, émotionnellement. Enfin, tu te développes. Tu deviens quelqu'un d'intelligent dans le sens global, tu vois, du terme, socialement intelligent en faisant du sport, en fait. Ouais, clairement. Je suis tout à fait d'accord. Il y a beaucoup trop de choses. Et encore une fois, chacun à son échelle. Pas tout le monde de devenir un sportif de haut niveau, tu vois. Ah, bien sûr. Mais ouais, t'en apprends énormément sur toi, sur les autres, sur le respect, sur l'adversité, la compétitivité. Ouais. La discipline, la routine. Ça reste un milieu sain quand tu mets le dopage de côté. Ouais. Mais ouais. Ok. Bah écoute, merci beaucoup. La dernière question là que je pose, c'est un peu la tradition, c'est le passage de flambeau ou le passage de micro. C'est de savoir ça serait qui les prochains sportifs que tu aimerais bien écouter sur ce podcast. Si tu avais quelques noms à me partager. C'est une question balèze. Je sais pas qui tu as fait déjà, j'ai pas regardé toute cette liste. Qui est-ce que j'aimerais bien que tu ailles chercher? Pierre-Ambroise, par exemple, j'aimerais bien l'écouter. Ah, avec plaisir. Parce que, avec plaisir. Je pense que lui, il peut amener un peu de fun et il peut être marrant. Puis, on l'a vu à la télé, c'est un bon communicant. Mes potes du kayak, j'aimerais bien aussi les écouter.
mais t'as déjà fait 2 kayakistes, mais je pense que Denis Gargaud ou Tony Estanguet, ça peut être des mecs voilà, qui ont peut-être des choses à raconter différentes. Des filles. Ouais. Je n'ai pas entendu beaucoup de filles sur tes trucs, si. Si, parité parfaite chez moi. Alors, t'as la parité toi ou pas? Tu vas disparaître, attention. Parité parfaite sur Extraterrien. Je tiens en tout cas à maintenir cette parité-là. Ouais, Xavier Thévenard. Écoute, c'est noté Xavier Thévenard. Ouais. Il est dans ma petite liste là. Je suis bientôt en contact. Je connais si t'as besoin. Cyril Marais. Allez. Judoka. Allez, avec plaisir. Non, je pense que tout le monde a sa petite expérience à balancer et tout le monde sera agréable à écouter. Ok, super. À toi de faire les choix aussi après. Hein. Exactement. Je vais pas mâcher le travail. Mais en tout cas, si t'as besoin, avec plaisir pour te. Ben on en discutera alors. Pour te balancer des noms et ça marche. Et t'aider à trouver des gens. Mais non, mais tu vois, moi je me vois bien faire ça toute ma vie, donc la liste est longue, hein, tu vois. Non. Je peux prendre tout le monde, j'ai du temps de parole pour tout le monde et. Je trouve que c'est bien en fait ce genre de podcast et d'ailleurs merci de m'avoir accueilli aujourd'hui parce que ça me fait plaisir d'échanger avec toi et ça fait du bien aussi en tant que sportif, tu vois, de livrer ce qu'on vit, d'expliquer plus profondément ce qui se passe dans l'univers du sport, tu vois, de pas rester superficiel. Donc merci à toi pour le boulot que tu fais. Et si ça peut durer, tant mieux. Mais écoute, ça va durer et puis ça va durer alors. J'annonce la petite news. Bon, je sais pas si ça devrait être fait quand l'épisode sera publié, mais j'ai un petit partenariat là, avec le CDOS du 06. Alors c'est le comité départemental olympique des sportifs des Alpes-Maritimes et bientôt d'autres départements. Le CDOS, exactement, pour partager les épisodes aux jeunes athlètes et qu'ils soient dans leur parcours, qui doivent l'écouter et tout. Ils vont être obligés de m'écouter, ils vont avoir des interros et tout. Donc tu vois, ton retour d'expérience et ceux d'autres athlètes aussi, ça je pense que ça peut servir et ça c'est quelque chose qui me touche. Sortons de l'univers scolaire normal, je dirais, et si on aurait pu apprendre quand on était jeune avec d'autres moyens comme ça. Je pense que c'est peut-être là demain l'éducation moderne, tu vois. Bah écoute, ouais, je pense. Hein, moi, tu prônes un convaincu, donc. T'écoutes pendant 1 heure un podcast et après tu fais une petite interro. Ça me dérange pas. Quand ça parle de sport. Bon courage à toi. Merci infiniment Gauthier de t'être livré. C'était fort, ça m'a beaucoup touché et les mots sont durs à trouver aussi. Et écoute, je te souhaite tout le meilleur pour la suite et on reste en contact. Ça roule. Merci. À bientôt. Salut Bart. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.